Eh bien, donc, nous allons poursuivre ces conférences débats organisées par l'Université Mohammed V avec la collaboration de la Faculté de médecine et de pharmacie et de la Faculté des sciences de l'éducation, qui nous fait plaisir de nous recevoir, en parlant et en poursuivant la discussion sur les attitudes et connaissances concernant la pandémie du coronavirus. Nous avons abordé la dernière fois les aspects virologiques. Nous entamons aujourd'hui tout ce qui a trait aux aspects cliniques et à la gestion dans un hôpital, la gestion des malades dans un hôpital, mais aussi la protection du personnel hospitalier dans un hôpital. Pour ce faire, on a invité à ma gauche monsieur le professeur Ardouane Aboukal, qui est médecin réanimateur urgentiste, qui est médecin-chef du service des urgences médicales hospitalières et qui a la casquette aussi universitaire en étant chef de département du département d'épidémiologie et de santé publique et coordinateur de la commission de la recherche. Et à ma droite, monsieur le médecin-chef de l'hôpital Ibn Sina, le professeur Harour Abdelmalek, donc qui est chirurgien, président de la Société marocaine de chirurgie, qui gère l'hôpital Avicenne depuis quelque temps, qui est en pleine action actuellement lors de cette pandémie, mais qui a aussi la lourde tâche de gérer et de diriger la première école de cellulchirurgie au niveau de notre faculté et le centre de simulation médicale. Nous les écouterons avec plaisir et on leur posera les questions émanant des auditeurs et des étudiants. Mais auparavant, et grâce à l'obligeance de l'hôpital Ibn Sina et de son médecin-chef, nous allons donc suivre sur une séquence filmée ce qui se passe dans la vraie vie, dans un hôpital, dans la gestion des malades et pour la protection du personnel et pour la prise en charge des malades. On s'occupe du malade, كناخدو la tension ديالو ou la saturation ديالو. وإلا كان le malade en détresse respiratoire, la saturation ديالو طايحة، كنديرو سولينة تاع أكسجين.
Donc, chers étudiants, chers concitoyens, vous venez de voir le film qui a été réalisé au niveau de l'hôpital Ibn Sina de Rabat, donc relevant du centre hospitalier universitaire, et qui vous a permis de prendre connaissance de ce qui se fait actuellement à travers les hôpitaux du Maroc. Donc, c'est un modèle par rapport à d'autres hôpitaux. Ce qui nous permet d'enchaîner aujourd'hui sur la deuxième partie concernant donc cette conférence débat consacrée aux attitudes de connaissance sur le coronavirus. Et nous aborderons dans un premier temps les aspects cliniques avec le professeur Ridwan Aboukhel, donc qui est chef de service des urgences hospitalières médicales à l'hôpital Ibn Sina, qui est chef du département d'épidémiologie et de santé publique à la faculté et qui coordonne, j'ai le plaisir de travailler avec lui depuis plusieurs années, notre commission de recherche au niveau de la faculté. Il parlera des aspects cliniques et des aspects relatifs au diagnostic clinique. À ma droite, monsieur le médecin-chef de l'hôpital Ibn Sina, que je remercie beaucoup, de venir nous éclaircir sur la gestion d'un hôpital pendant la pandémie du Covid et tous les aspects liés à cette gestion, aussi bien pour le malade que pour le personnel soignant, parce que, comme vous le savez, l'hôpital Ibn Sina est l'un des grands centres hospitaliers universitaires en termes de ressources humaines. Donc, pour commencer, je vais demander à mon collègue, le professeur Aboukhel, de nous parler un petit peu sur la définition des cas et sur les signes d'alerte qui peuvent amener quelqu'un au niveau pour se faire dépister et pour chercher éventuellement une infection par le Covid-19. Professeur Aboukhel. Merci, M. Doyen. Le Covid-19 est d'abord une pathologie respiratoire. Et comme toutes les pathologies respiratoires, comme d'ailleurs la grippe, il se manifeste par des symptômes respiratoires, à savoir une fièvre, et une toux, un mal de gorge et éventuellement une gêne respiratoire. On peut bien sûr avoir d'autres symptômes qui sont de plus en plus rapportés, tels par exemple une diminution du goût, de l'odorat, et on peut même avoir aussi des troubles digestifs, un type de nausées, vomissements, douleurs abdominales, une diarrhée. Mais dans tous les cas, il faut savoir que les symptômes respiratoires sont au premier plan, et souvent ce sont ces symptômes respiratoires qui amènent le malade à consulter. Et c'est essentiellement la gêne respiratoire. Et cette gêne respiratoire, quand elle est poussée à l'extrême, entraîne une détresse respiratoire, et c'est ce qui amène les malades à entrer dans un service de réanimation. Et c'est elle qui est le plus souvent fatale pour ce genre de patients. Pour les patients, il faut être alerté, bien sûr, quand on a cette gêne respiratoire. Quand on a une fièvre, une toux, et qu'on a en plus une gêne respiratoire ressentie par le patient, c'est très important. Et ce sont essentiellement ces patients qui viennent aux urgences. On va en parler tout à l'heure avec le circuit des urgences. Et on est souvent amené à hospitaliser ces patients pour pouvoir leur faire un test diagnostic de PCR. Donc, si je comprends bien, professeur Aboukhel, aujourd'hui, la pandémie évolue, elle évolue dans le temps. À la date d'aujourd'hui, et ça c'est l'une des questions posées par l'un de nos étudiants, si j'ai de la fièvre, je tousse et je crache, je fais quoi? Qu'est-ce que vous conseillez? Le principal diagnostic qui peut poser le problème avec un syndrome grippal de ce type, c'est-à-dire une fièvre, une toux, des douleurs thoraciques, un mal de gorge, c'est la grippe saisonnière. Et actuellement, on est à la fin de l'épidémie de la grippe, voire même on en a très peu. Donc, un malade qui présente ces symptômes est candidat au Covid jusqu'à preuve du contraire. Donc, il doit normalement contacter des numéros qui sont donnés à la télévision, ou bien, surtout s'il a une gêne respiratoire, il ne doit pas hésiter à venir aux urgences dans le circuit qui a été bien défini, par exemple dans notre hôpital Ibn Sina. Et à ce moment-là, on va lui poser des questions, on va l'évaluer cliniquement et on va très probablement lui faire un test diagnostique. Très bien, merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, notre ministère de la Santé, depuis le début de cette pandémie, a défini un peu la définition des cas, comme vous le savez. Le cas possible, le cas probable, le cas certain.
Et cette définition, évidemment, le comité technique national et la commission scientifique nationale décident au fur et à mesure du temps du changement de cette définition de cas. Aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a de nouvelles recommandations, puisqu'au début, l'infection était transmissible à travers des personnes qui sont venues de l'extérieur. Maintenant, on est dans une autre phase où la pandémie, enfin, l'infection est devenue autochtone. Est-ce qu'il y a eu des changements par rapport à la définition des cas pour qu'on puisse dépister tôt et traiter tôt? C'est une bonne question parce que les définitions du ministère sont essentiellement des définitions d'ordre épidémiologique. Ils ne sont pas forcément adaptés à la pratique clinique. C'est très important ces définitions épidémiologiques. C'est sur ces définitions qu'on se base pour faire les statistiques qu'on présente souvent. Et c'est très important de suivre ces statistiques pour voir un peu où on en est au niveau de l'épidémie. Sinon, on adapte ces définitions épidémiologiques pour le contexte clinique. Effectivement, au départ, quand on est au tout début, un patient qui avait une symptomatologie de type respiratoire, fièvre, douleur thoracique, toux, mal de gorge, et qui a voyagé dans les 14 jours avant, on l'hospitalisait pour faire le test. C'est habituellement ce qu'on faisait. Et on appelait ça un cas probable. Une fois que le test est fait, il est positif, on appelle à ce moment-là le cas confirmé. Et si le test est négatif, on l'exclut habituellement. Et maintenant, avec l'évolution de l'épidémie et l'apparition du foyer autochtone, particuliers familiaux, maintenant, on garde les mêmes définitions, on ajoute d'autres critères, en particulier quand on a un syndrome respiratoire avec contact avec un patient Covid positif, ou bien quand on a une infection respiratoire sévère, c'est-à-dire avec une gêne respiratoire, une dyspnée. À ce moment-là, même s'il n'est pas en contact, on l'hospitalise quand même et on l'investigue. C'est très important parce que ce sont ces malades qui risquent d'avoir des problèmes de santé après. Et professeur Aboukal, deux questions que j'ai reçues. L'une concerne les malades avec des symptômes, notamment quand il y a une atteinte respiratoire. L'étudiant demande pourquoi spécialement le poumon, pour ce tropisme viral pour le poumon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut expliquer ça? Et la deuxième question, étant donné que toutes les maladies transmissibles peuvent avoir ce qu'on appelle le phénomène de l'iceberg épidémiologique, c'est-à-dire que les formes symptomatiques ne sont que la partie visible de l'iceberg et que les formes symptomatiques plutôt et les formes asymptomatiques, ils sont cachés. Et donc, comme vous le savez, les formes symptomatiques, on fait le diagnostic, comme vous venez de le dire, sur un certain nombre de cliniques. Par contre, les formes asymptomatiques nécessitent un dépistage. Un dépistage pourquoi? Parce que effectivement, il faut dépister pour réduire la contagiosité. Est-ce que vous pouvez réagir pour nous dire pourquoi le poumon dans une infection comme celle-là? Est-ce qu'il y a un tropisme particulier? Est-ce qu'il y a des terrains particuliers? Est-ce qu'il y a un mécanisme physiopathologique particulier qui permet de l'expliquer? Et qu'en est-il pour les personnes qui sont asymptomatiques, qui auraient été au contact avec une personne? Est-ce que réellement on doit les dépister et ça représente combien par rapport à cette infection au Covid-19? Merci. Très bonne question de cet étudiant parce que je commencerai par la deuxième question. Effectivement, on a exposé un peu les symptômes, mais il faut dire qu'il y a une grande proportion de malades qui sont asymptomatiques et qui guérissent spontanément. Et d'ailleurs, c'est la majorité. On ne connaît pas encore tout à fait la proportion des malades asymptomatiques. On le connaîtra bientôt quand on aura peut-être des sérologies et on aura une étude épidémiologique dans laquelle on connaîtra, et à ce moment-là, les malades qui étaient symptomatiques et des malades séropositifs qui n'étaient pas symptomatiques, on le saura quand les tests sérologiques seront mis au point. C'est pas encore le cas aujourd'hui. Les tests sérologiques, ce sont des tests qui nous permettront de dire que quelqu'un a fait la maladie. Et c'est très important. À ce moment-là, on lui demandera est-ce qu'il a fait des symptômes ou pas. Et à ce moment-là, on connaîtra cette proportion. Mais il paraît que cette proportion est importante, en particulier chez l'enfant, qui font souvent des formes mineures sans symptômes. Et effectivement, ces formes asymptomatiques sont responsables d'une grande contagiosité. Donc, d'où l'intérêt du dépistage.
si on avait les moyens dans un monde idéal, effectivement, il faut faire un dépistage important et isoler les malades qui sont testés positifs. C'est très important. Donc, ça a un intérêt. Ça a été fait dans des pays comme la Corée du Sud, par exemple. On teste beaucoup et dès qu'on a quelqu'un qui est positif, on l'isole. Mais il faut avoir les moyens de le faire. C'est pas le cas chez nous, c'est pas le cas dans beaucoup de pays, même les pays développés, à cause de la pénurie de ces tests. Je crois que de plus en plus, on va équiper des laboratoires. Au CHU, par exemple, notre laboratoire va être fonctionnel à partir de la semaine prochaine. Et je pense qu'on pourra évoluer vers cette phase, en particulier au déconfinement, éventuellement. La deuxième question, c'est le poumon. Alors, on ne sait pas trop, mais il y a des hypothèses physiopathologiques, en particulier que le virus a des récepteurs, en particulier des récepteurs au niveau du poumon, des récepteurs de l'enzyme de conversion type 2, au niveau des récepteurs de cette enzyme de conversion type 2, au niveau des pneumocytes du poumon. Et donc, c'est pour ça que le virus a un tropisme pour le poumon. Il se fixe d'abord sur ces récepteurs et d'où la symptomatologie essentiellement respiratoire. Ça, on le sait et on pense que c'est grâce à ça que, par exemple, chez l'adulte, il y a plus de symptomatologie pulmonaire que chez l'enfant où peut-être ces récepteurs sont immatures. Donc, ils ne sont pas encore tout à fait au point. Par exemple, l'une des explications. Voilà. Ben, merci pour les éclaircissements, professeur Ghona-Borkal, qui concerne cette partie clinique. Maintenant, on attache avec la clinique, évidemment, et il y a des questions qui se posent par rapport à l'évolution, à ce que la population constate depuis le début de cette épidémie. Et dans la mesure où au début, les gens ne portaient pas de masque, et aujourd'hui, les gens portent les masques. Heureusement que notre pays a fait un effort extraordinaire dans la reconversion d'un certain nombre d'industries qui font qu'aujourd'hui, le Maroc est un pays qui a toute la suffisance, l'autosuffisance en termes de production. Je voudrais que vous interveniez sur ce point à deux titres. D'abord, dire est-ce qu'il y a une différence entre le masque utilisé par le commun des mortels, le citoyen, et le masque utilisé à l'hôpital. Et deux, pour les masques utilisés par les citoyens, est-ce qu'il est possible de les recycler ou de les laver ou de les utiliser autrement? Donc ça, c'est les deux questions principales concernant le masque. Pourquoi aujourd'hui pas, pourquoi pas avant? Et y a-t-il une différence entre les masques de l'hôpital et ceux qui sont portés par les citoyens pour se prémunir? Est-ce qu'ils sont recyclables? Est-ce qu'on peut les laver le soir? Surtout quand ils sont en tissu. Et si vous pouvez enchaîner par rapport aux masques aussi par rapport aux gants. Parce qu'il y a beaucoup d'idées, de fausses idées concernant aussi le port des gants. Vous êtes médecin urgentiste, vous êtes dans le milieu hospitalier à longueur de journée. Si vous pouvez éclaircir le citoyen à ce niveau-là. La maladie coronavirus, le nouveau coronavirus, c'est une maladie nouvelle. On avance pas à pas et on a chaque jour de nouvelles connaissances. Et à partir de ces connaissances, les autorités politiques réagissent et adoptent des mesures, par exemple pour le confinement, pour les masques, etc. Donc je pense que notre État réagit assez vite, voire même très vite par rapport à d'autres États. Et il paraît que, en tout cas des études corrélationnelles, que dans les pays asiatiques qui portent beaucoup de masques, il y a l'épidémie se passe plus rapidement. En tout cas, la courbe est plus plate. Et donc, ça permet aux hôpitaux, aux ressources sanitaires d'être prêts à recevoir les malades. Donc, à partir de ce constat, donc, on a indiqué le port de masque qui pourrait probablement être un moyen de protection supplémentaire et non pas exclusif, parce que le port de masque ne dispense pas des autres mesures barrières, à savoir le lavage des mains, les solutions hydroalcooliques, la distanciation, 1 mètre de distance. Tout ça, c'est très important. C'est peut-être encore plus important que les masques. Le masque est une mesure additionnelle. Donc, c'est 1 plus 1 plus 1 égale 3. Et non pas 1 plus 1 plus 0, donc c'est 2, donc c'est inférieur. Donc, je pense que le masque est une bonne chose, mais accompagné d'autres mesures de protection, en particulier la distanciation et l'hygiène des mains. C'est très important de dire ça, parce que souvent on constate que quand on porte le masque, on oublie de se laver les mains et on porte sa main sur le masque, on le souille
et ça devient une source de contamination. C'est très important de garder ces mesures de lavage des mains, d'hygiène des mains, c'est très important. Les maladies respiratoires sont d'abord manuportées, ensuite aéroportées. Donc, l'hygiène des mains est toujours de mise. Et les masques est un plus. Donc, c'est un ensemble de mesures qui s'additionnent et qui nous donnent une protection maximale. En ce qui concerne les masques, pour le personnel soignant, en particulier ceux qui sont confrontés aux malades Covid+, portent des masques spéciaux. C'est des masques qui protègent le personnel d'abord. Donc, ce sont des masques qui s'appellent FFP2 ou FFP1 parfois. Ce sont des masques qui ne laissent quasiment, en tout cas, ils ne laissent pas du tout entrer les particules virales. Par contre, les autres masques dans les autres secteurs, par exemple, de soins et en population générale, ce sont des masques normaux, disons, ce sont les masques dits chirurgicaux qui protègent, pas autant, mais protègent quand même, et aussi protègent l'environnement, puisque si quelqu'un, on en a parlé, est porteur sain, on protège l'environnement. Donc, on se protège et on protège l'autre. C'est très important. Si tout le monde le met, ça veut dire même les gens qui sont asymptomatiques protègent les autres. Donc, en réalité, en le portant, on se protège, mais on protège aussi les autres. Les masques qui sont à usage unique ne doivent pas être recyclés. Ça, s'ils sont lavés, recyclés, c'est terminé. Ils ne protègent plus. Par contre, les masques en tissu, il y en a plusieurs types. Il y a des masques en tissu qui sont homologués, donc ils peuvent être lavés, bien sûr, nettoyés et peuvent être corsés. De toutes les façons, même s'ils n'ont pas une efficacité aussi importante que les masques à usage unique, ils sont quand même utiles. Parce que ne serait-ce qu'en empêchant les gouttelettes de sortir ou de pénétrer, c'est très important. Donc, les masques jetables ne doivent pas être recyclés, les masques en tissu peuvent être recyclés. Parfait. Une dernière petite question avant d'aborder la deuxième partie. Ça circule dans des écrits, parfois même de la bouche de médecins. Quand on est vacciné, on a le BCG, quand on a le vaccin contre le pneumocoque, sachant que le pneumocoque c'est dans le poumon, quand on a fait le vaccin contre la rougeole jaune. Est-ce que réellement c'est un message qu'un épidémiologiste comme vous peut transmettre aux citoyens, aux étudiants, en disant vous êtes vacciné donc vous ne risquez rien? Non, non. Et non, on n'a pas encore de vaccin spécifique au coronavirus. On y travaille, il y a des essais qui ont commencé chez l'homme, donc on a dépassé la phase, mais on aura les résultats dans quelques mois, peut-être une année. Et donc on n'a pas encore de vaccin. Les autres vaccins ne protègent pas contre le coronavirus. Une petite parenthèse, c'est pour le BCG. Il y a des études corrélationnelles qui ont constaté que les pays où la vaccination au BCG est obligatoire, il y a moins de formes graves et l'épidémie est moindre. Et dans les pays qui ne vaccinent pas, comme l'Italie et les États-Unis, il y a une flambée de l'épidémie, il y a beaucoup plus de cas graves. Maintenant, on n'a pas de preuves et des essais cliniques ont commencé ou sur le point de commencer dans certains pays pour voir est-ce que la vaccination au BCG peut protéger partiellement ou totalement contre le coronavirus. On attend les résultats, mais pour le moment, la réponse est non. Très bien, donc les choses sont claires. Il n'y a pas encore de vaccin et les vaccins qui sont sur qu'on reçoit régulièrement ne prémunissent pas contre l'infection. Donc, il faut prendre les mesures de protection. Merci beaucoup, professeur Aboukhal. Peut-être on reviendra vers vous dans une prochaine émission. Je voudrais maintenant aborder la deuxième partie avec monsieur le médecin-chef de l'hôpital Ibn Sina, donc qui est président aussi de la Société marocaine de chirurgie, qui est chirurgien évidemment, mais qui est gestionnaire d'hôpital. Et je le remercie aussi de prendre sur lui le développement de la première école de cellule chirurgie au niveau de notre pays et de diriger le centre de simulation médicale. Monsieur le médecin-chef, peut-être va nous parler dans un premier temps. Il y a des questions qui lui sont adressées directement, mais nous avons besoin maintenant, avec l'évolution de l'épidémiologie, avec les nouvelles connaissances et la décentralisation de la prise en charge, connaître un peu, d'une part, le circuit du malade à l'intérieur de l'hôpital. Nous avons vu dans le film, il y a des choses qui se font, peut-être les expliciter encore de façon un peu plus claire, mais aussi, c'est une question récurrente qui s'est posée au début, mais qui avec le temps maintenant semble se dissiper, la protection du personnel qui existe au niveau de l'hôpital par rapport à cette pandémie.
Monsieur le médecin-chef. Merci, monsieur le doyen. Donc, comme vous le savez, depuis le début de la crise sanitaire, l'hôpital Messina, avant même de recenser les premiers cas au Maroc, on a constitué une cellule de crise qui avait comme mission d'abord d'élaborer un plan de riposte. Donc, ce plan de riposte, il est axé sur d'abord une communication en interne avec les gens qui sont sur le front, à savoir les internes, les urgences, les médecins urgentistes, et d'élaborer également un circuit en parfaite adaptation avec les données scientifiques disponibles, et bien sûr de protéger notre personnel soignant. À ce titre, on avait d'emblée préparé un circuit spécifique pour les malades suspects de Covid. Donc, à l'admission au niveau des urgences, on a séparé deux types d'urgences. Tout malade qui présente un symptôme respiratoire, un syndrome grippal, on le dirigeait vers un circuit dédié, comme on l'a vu dans le film. Il va être vu par un médecin qui va être protégé, on reviendra sur la protection du personnel, et il va observer, il va poser des questions et répondre à la définition qui a été donnée par le ministère de la Santé. Est-ce qu'il répond à la définition? Et donc, on va le prendre, l'hospitaliser dans un service, et d'emblée, on avait défini les premiers services qui vont accueillir ce genre de maladie. Donc, cette façon de faire n'est pas statique, était dynamique, parce qu'il va évoluer avec l'évolution de l'épidémiologie, avec l'évolution de la définition, et bien sûr avec le nombre de patients. Donc, le circuit qu'on avait adopté, aux urgences, il y a une salle dédiée au triage, une salle dédiée à l'examen clinique, et si jamais il y avait un malade en détresse respiratoire, il y a une salle dédiée pour faire les mesures de réanimation adéquates in situ. Ces salles, elles ont une spécificité particulière, c'est que d'abord, les personnes qui entrent doivent être protégées, et la protection, comme vous l'avez vu, les lunettes, les calots, les masques spéciaux, comme ça a été dit, avec la part plusieurs vocales, c'est des masques FFP2, pour protéger le personnel. Et vous avez vu également dans le film qu'on a également une salle à pression négative. C'est très important, et là, quand le patient, parce que le moment le plus important de la contamination, c'est le moment de l'intubation du patient. C'est un moment qui est quand même un peu délicat, et c'est là où il faut concentrer le maximum de précautions. Et vous avez vu que le personnel, il va s'habiller comme des cosmonautes qu'on a vu pour se protéger. Donc, avec l'évolution, on était obligé d'augmenter le cercle d'accueil des patients. Et on a transformé des services qui étaient auparavant dédiés à la chirurgie cardiaque, à la neurochirurgie, à la traumatologie. On les a transformés dans un temps record en des services qui vont accueillir le Covid. Les malades atteints de Covid. Ben, ces services, on les a transformés de deux manières. D'abord, dans un premier temps, une partie de ces services va servir au confinement des patients en attendant le résultat positif ou négatif de la PCR. Une autre partie a été faite pour augmenter, et là, bien sûr, augmenter le nombre de lits de réanimation. Comme notre tropisme, il est pulmonaire, et comme on a vu dans les autres pays qui nous ont précédés dans cette crise sanitaire, donc on était obligé d'augmenter la capacité de lits de réanimation de notre hôpital. Et c'est ainsi que cette capacité est passée d'une trentaine de lits en général à presque 84 lits de réanimation. Ceci a été possible, bien sûr, par la collaboration et l'aide que nous a octroyé le ministère de la Santé. Ça permet d'équiper et d'organiser ces services. Est-ce qu'au niveau de l'hôpital Messina, qui nous concerne aujourd'hui, qui est l'un des grands hôpitaux du Maroc, vis-à-vis du personnel, qu'est-ce qui a été fait pour cette protection et comment vous allez vous le faire, évidemment, et est-ce que vous avez suffisamment de moyens maintenant pour y faire face? Donc, c'est important de rassurer un peu
notre personnel. Tout à fait. En effet, depuis le début, la procédure était d'abord de les informer. Et donc, on a fait des séances de formation sur ce virus, le mode de contamination et comment se protéger. Ces séances de formation également, comment porter des masques, comment porter des combinaisons, comment les enlever, quand est-ce qu'il faut porter le masque FFP2, quand il faut porter un masque chirurgical simple. Donc, et dans un premier temps, on a doté l'ensemble du personnel qui est dans la première ligne, à savoir les internes, les infirmiers des urgences, de la réanimation des urgences médicales qui était le premier service qui recevait un peu les patients, la réanimation médicale. Donc, on les a dotés de moyens de protection, à savoir les masques FFP2, les surplouses, les calots, les lunettes, et après, on a eu des visières pour protéger les personnes. Donc, au début, on n'avait pas suffisamment de moyens pour assurer cette protection. Heureusement que la pandémie était juste au début et qu'on n'avait pas beaucoup de cas. Et on a commencé à protéger notre personne dès le début. Et le ministère de la Santé nous a envoyé suffisamment de masques FFP2 et suffisamment de lunettes. Et l'hôpital Messina a même acheté lui-même ses masques FFP2. Et je peux rassurer qu'aujourd'hui, tout le personnel qui travaille dans le circuit Covid, il a de quoi se protéger. Il a suffisamment de masques FFP2 et ces masques, il va les changer chaque 6 à 8 heures quand il est devant des patients contaminés. Merci, monsieur le directeur. Je pense que c'est un point important qu'il fallait souligner pour rassurer nos collègues et nos amis soignants qui, encore une fois, on leur tire chapeau puisqu'ils sont sur le front, dévoués, ils mangent à l'hôpital, ils dorment à l'hôpital, ils font des gardes très astreignantes. On les remerciera jamais assez. Et monsieur le médecin-chef, pourriez-vous maintenant aborder un problème qui semble beaucoup général un peu? On l'a vu dans les médias, on le voit un peu partout. Aujourd'hui, la pandémie amène des changements d'attitude et de gestion au niveau des hôpitaux. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez des services de chirurgie que vous avez transformés, où des gens avaient des rendez-vous de chirurgie programmés, vous avez transformé donc en service de réception de suspicion ou de malade Covid. Est-ce que réellement, ça c'est une question d'un collègue de l'université, est-ce que cette crise sanitaire en tant que telle a impacté en quelque sorte l'activité de notre hôpital? Écoutez, pour cette question, certainement pour se préparer de façon adéquate à faire face à la crise sanitaire, nous étions obligés de diminuer notre activité médicale en général, pour se concentrer sur la préparation pour les malades Covid. Mais attention, nous avons également d'autres patients. La capacité de l'hôpital Ibn Sina, nous avons quand même 900 lits. Et on garde quand même des malades qu'on traite. Et qu'est-ce qu'on avait fait? On avait procédé à une sélection. Les patients qui peuvent être reportés sans atteindre à la sécurité de leur santé. On les a reportés. Les autres, on continue à les traiter. Autrement dit, les blocs opératoires de l'hôpital Avicenne, ils continuent à recevoir les urgences digestives, traumatologiques, neurologiques, etc. Donc nous avons des équipes qui continuent à traiter les patients. Le bloc opératoire central, il continue à opérer les patients qu'on ne peut pas reporter. Sinon, on va perdre plus de malades non Covid que de malades Covid si on arrête on continue à traiter nos malades, les malades cancéreux, les malades qui doivent avoir leur chimiothérapie, etc. Ils continuent à affluer à l'hôpital. On s'est organisé pour que ces malades-là ne viennent pas en nombre important dans les mêmes heures, donc on les a étalés sur le temps. On a essayé de faire de l'hôpital qu'il n'y ait pas deux secteurs, qu'ils entrent dans un secteur où ils risquent pas d'être contaminés, et les soins. Certainement, notre activité a chuté, c'est tout à fait normal, parce que on devait avoir du personnel pour constituer des équipes qui vont faire face
à la crise sanitaire. Merci beaucoup. Je sais aussi, monsieur le médecin-chef, que, en tout cas par rapport à un certain nombre de services de médecine et au centre de consultation de l'hôpital, qui est un grand centre, je sais que beaucoup de médecins, résidents, seniors aussi, font de la téléconsultation à distance, ce qui permet un petit peu aux malades de ne pas venir à l'hôpital pour des choses qu'on peut gérer. Et évidemment, j'ai vu quelques médecins même par rapport aux ordonnances, établir des ordonnances et travailler en distanciel. Je voulais vous féliciter pour cela, féliciter l'ensemble du personnel hospitalier pour cette action qui est citoyenne et qui aussi doit aider dans la gestion intra-hospitalière de ces malades. Si je peux vous poser une question un peu délicate, mais acceptez-le de ma part. Maintenant, il y a des services qui ont été transformés pour une activité essentiellement Covid. Vous avez un lot de chirurgiens, vous êtes président de la Société marocaine de chirurgie, qui est pratiquement mis au chômage technique, c'est ce qu'on dit. Comment envisagez-vous continuer à avoir la main à la pâte, vous-même vous êtes chirurgien et malgré vos activités, vous continuez à opérer les malades. Comment vous avez-vous cette manière de travailler sans perdre son activité chirurgicale et sans perdre le service rendu aux malades, puisque l'hôpital Ibn Sina, on le connaît très bien à travers les malades ramitis qui sont très nombreux. Il y a un service rendu à la population et il faudrait qu'il y ait une continuité, comme nous on le fait dans la continuité pédagogique pour l'enseignement. Il faut qu'il y ait une continuité de soins par rapport au système hospitalier. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le médecin-chef? Donc, pour le redéploiement du personnel, ça c'est important, c'est que je voudrais juste remercier l'ensemble du personnel de l'hôpital, tous les médecins, toutes spécialités confondus. On les a redéployés pour faire partie des équipes qui vont faire face au Covid. Autrement dit, des équipes qui vont faire face au Covid, il y a des internistes, il y a des pneumologues, il y a des ophtalmologues, il y a des chirurgiens vasculaires, il y a des chirurgiens digestifs, il y a des traumatologues. Donc, tout le monde fait partie du Covid. Les seniors, les professeurs, on a seniorisé la garde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les professeurs de chirurgie, ils sont présents pour opérer les malades aujourd'hui. Pourquoi cela? Pour décongéder, il faut que les gens soient vifs, pour éviter ce contact et ce risque de contamination. Ils continuent à opérer les malades qui ne peuvent pas être déployés. Retardés, autrement dit, ça veut dire qu'ils ont continué à opérer. Certainement, c'est pas la même activité. C'est pas la même activité. On faisait une soixantaine de malades jour avant la crise. Maintenant, on fait une dizaine de malades jour. Mais ce qui a changé, c'est que les professeurs, ils sont en train de faire de la garde résidentielle pour faire face aux urgences et que les jeunes et les moins jeunes, ils sont redéployés dans l'activité Covid. Très bien, donc si je comprends bien, il y a un redéploiement dans le changement d'activité, ce qui est déjà important. Il y a une priorisation qu'a pris donc l'hôpital et je pense que c'est une excellente chose. Je voudrais poser donc 2 ou 3 questions à nos 2 orateurs. Je commencerai par monsieur le médecin-chef. D'abord, il nous a parlé de ce qui se passe au niveau de l'hôpital Ibn Sina. Et l'hôpital Ibn Sina a fait partie de 10 hôpitaux qui constituent le centre hospitalier universitaire de Rabat. Et s'il pourrait nous dire donc un petit mot à ce niveau-là, est-ce que des dispositions ont été prises par rapport à des populations spécifiques autres que l'adulte, autres que pour une prise en charge spécifique? Le premier point. Le deuxième point, monsieur le médecin-chef, certainement vous êtes chirurgien et probablement il va y avoir des malades qui nécessitent des interventions chirurgicales et qui se révèlent être Covid+. Avez-vous pris des dispositions particulières pour ce genre de malades, monsieur le médecin-chef? Donc, pour le centre hospitalier universitaire, depuis le début, et en parfaite coordination avec la délégation de la région Rabat-Salé-Kénika, donc il a été décidé que les services référents au niveau du centre hospitalier universitaire, c'est l'hôpital Ibn Sina, c'est l'hôpital des enfants et la maternité suisse. Donc, ce sont des services référents qui vont recevoir les malades, les enfants atteints de Covid. Et donc, ils ont fait également leur procédure, leur circuit et tout ça. Et également la maternité suicide pour les femmes enceintes et qui vont être positives. Donc, ils vont être diagnostiqués là-bas et également
confinés au niveau de ces structures. Et avec l'évolution, il a été décidé également d'ajouter, comme d'autres lieux de confinement et des lits de réanimation, l'Institut national Moula d'oncologie. Il y a une partie de l'Institut également qui a été dédiée également pour le confinement. Ceci pour augmenter la capacité de lits de réanimation et également des lits de confinement au niveau du centre hospitalier universitaire de Rabat. Effectivement, avec l'évolution de la pandémie, on va avoir maintenant des malades, comme ce qui s'est passé en Chine et dans d'autres pays, en Italie, etc. On va avoir des malades qui vont avoir des pathologies chirurgicales et qui sont Covid+. Donc ces malades-là, il y a plusieurs guidelines qui ont été récemment édictées et qui dit globalement, il faut pas que le Covid+ diminue les chances de traitement des patients, mais il faut prendre des précautions. Des précautions pour la prise en charge du genre de malade. Et ces précautions consistent en une transformation de la salle d'opération, qui normalement, il y avait de l'air qui soufflait et l'extracteur, pour avoir plus d'extraction d'air pour ne pas contaminer le personnel. La deuxième des choses, il faut les intuber selon les règles admises pour les malades Covid+, pour qu'il n'y ait pas de contamination. Et la troisième des choses, sachant que aujourd'hui la chirurgie a changé d'aspect, il y a la chirurgie conventionnelle, la chirurgie cystoscopique, il est dit que pendant la chirurgie cystoscopique qui utilise le gaz, il y a un risque de contamination par les gaz qui s'évaporent. Et donc, s'il est possible de ne pas faire de la cellule, c'est tant mieux, mais sinon, il faut prendre des précautions suivantes. Ça veut dire que les ports d'entrée des trocars doivent être vraiment sur mesure pour qu'il n'y ait pas de fuite autour des trocars, et que le gaz insufflé, avec l'utilisation de l'électrochirurgie, il y aura l'évaporation, il faut exsuffler par l'aspiration au niveau de la salle. Et bien sûr, de façon parallèle, le personnel doit être protégé comme s'il traite un malade de Covid+ en réanimation avec les visières, les masques FFP2 et tout ça. Voilà. Très bien, c'est des éclaircissements qui sont assez importants. Et je vois bien que, en tout cas pour les jeunes qui n'ont connu que la cellule, je vois bien que la conversion cette fois-ci va se faire en amont et que donc on est bien obligé d'apprendre la chirurgie dans sa globalité. Et donc c'est une excellente chose. Merci, monsieur le médecin-chef. Alors, monsieur le professeur Aboukal, on a abordé tout à l'heure la problématique du port du masque et de ses aléas, évidemment, ses avantages. On n'a pas abordé la problématique des gants. On voit autour de nous, un peu partout, en voiture, dans la rue, etc., des gens porter des gants. Pouvez-vous nous dire un petit mot concernant cet aspect-là? Et comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, la transmission, elle se fait en tant que telle, par voie aérienne et par voie manuportée. Est-ce que réellement les gants, à eux seuls, peuvent protéger contre la transmission du coronavirus? Il est pertinent de cette question parce que, effectivement, on voit partout des gens qui portent les gants. Alors, le port des gants est une fausse sécurité. Parce que quand on porte les gants, on se lave pas les mains, on touche partout des choses souillées et après on porte vers la bouche, le nez, les yeux et c'est comme ça que la transmission se fait. Donc le port du gant ne dispense pas du tout des mesures barrières, à savoir le lavage des mains, les solutions hydroalcooliques. Donc le port des masques n'est pas du tout conseillé. Très bien, les choses sont claires. Alors maintenant, on ne peut pas anticiper évidemment sur la prochaine émission, mais vous êtes médecin hospitalier, vous êtes à la porte des premiers malades et vous dispensez le traitement aussi. Aujourd'hui, le ministère de la Santé a pris une décision courageuse, très rapidement, dès le début, dès le premier signal de la première publication marseillaise, le lendemain, la décision ministérielle a été déjà prise sur la manière de prendre en charge les malades Covid+. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que les traitements ont été mis à disposition des hôpitaux. On voudrait savoir au niveau de notre CHU, de notre hôpital, est-ce que le traitement conventionnel préconisé est disponible? Si oui, est-ce qu'il est disponible non seulement pour les malades Covid+, mais aussi pour les autres malades
qui, depuis plusieurs années, notamment les malades avec des affections qui touchent l'auto-immunité, qui utilisent le même genre de traitement, évidemment, à des doses beaucoup plus faibles, mais qui n'en ont besoin, puisqu'ils ne le trouvent plus actuellement au niveau des pharmacies en libéral. Donc, pouvez-vous nous dire un petit mot sur cet aspect de traitement, sa disponibilité et comment il est dispensé au niveau de notre hôpital? Effectivement, le traitement spécifique du Covid qui a été décidé par le ministère est tout à fait disponible au niveau de l'hôpital et il est dispensé gratuitement sur prescription médicale quand on a un cas positif. Et il est disponible aussi pour les maladies chroniques qui le prennent depuis des années. Et il faut aussi souligner que il ne faut pas non plus oublier le traitement des autres maladies, un diabétique par exemple, un hypertendu, un syndrome coronarien. Il ne faut pas oublier ces thérapeutiques, c'est disponible aussi et on les dispense en faisant bien sûr attention à toutes les interactions médicamenteuses et en respectant les contre-indications qui sont d'usage. Donc si je comprends bien, le traitement actuellement, le gold standard préconisé par la Commission scientifique nationale est disponible au niveau de l'hôpital. Et pour les malades qui sont sous la même thérapeutique, notamment pour la première molécule antipaludéenne, donc peuvent donc sous présentation d'ordonnance signée par le médecin de l'hôpital avoir accès à ce traitement. Et durant cette période de pandémie, ils vont l'avoir gratuitement, ce qui nous permet de ne pas avoir d'arrêt et de pousser de maladies. C'est ça, professeur Borkhal? Tout à fait. Aussi bien les malades Covid+, auront leur traitement gratuitement, sans aucune restriction. On en a assez. Et aussi les malades qui sont sous ce traitement de manière chronique pour leur pathologie particulière auront aussi le traitement sans problème. On a parlé tout à l'heure, professeur Borkhal et professeur Hawra, des changements d'attitude qui ont amené cette pandémie. En deux mots, professeur Borkhal, pour clore cette séance, vous pouvez nous dire un petit peu le rôle du pharmacien dans tout cela? Depuis quelques années, on a amené les pharmaciens à faire de la pharmacie clinique au niveau des hôpitaux, grâce à nos décideurs. Un petit mot sur cet aspect-là. Merci, M. Doyen, d'avoir posé cette question. Effectivement, on en parlait tout à l'heure. Les pharmaciens et les pharmaciens cliniciens jouent un rôle fondamental dans cette épidémie à l'échelle de l'hôpital. Ils sont d'une aide précieuse. C'est eux qui préparent effectivement tous les médicaments. Ils recueillent toutes les interactions médicamenteuses. Ils nous conseillent sur les doses, les médicaments à ne pas donner avec le traitement spécifique. Ils nous préparent les kits pour tout ce qui est protection, les masques. C'est eux qui font tout ça. C'est un travail magnifique et c'est un travail très utile, voire même indispensable. Donc je pense que Monsieur le directeur ne sera pas contre cette... En effet, les pharmaciens qui sont présents au niveau de l'hôpital 24 sur 24, ce sont eux qui dispensent l'ensemble des médicaments et des moyens de protection. Je les remercie pour l'effort qu'ils fournissent et je pense que notre faculté, notre université a bien fait de mettre les pharmaciens cliniciens au niveau de nos hôpitaux. Eh bien, merci Monsieur le médecin-chef. Nous voyons donc que la pandémie au coronavirus a amené des changements d'attitude, des changements de gestion et a mis à contribution toutes les équipes. Et maintenant, le soignant, le médecin, le pharmacien, tous les intervenants sont là et tous les spécialistes sont là pour évidemment puissent un petit peu réduire et inverser cette tendance de la courbe et réduire le maximum de malades. Nous avons appris beaucoup de choses dans cette deuxième partie de notre conférence. Il a amené une confrontation entre le clinicien et le gestionnaire et nous en sommes ravis. Merci.